À la fin du Crétacé, il y a eu une crise que l'on appelle souvent la crise Crétacé-Paléocène. Il s'agit d'un événement planétaire. Nous allons essayer de comprendre en quoi cet événement est planétaire en prenant un exemple de groupe d'êtres vivants qui a existé au Crétacé et jusqu'à la fin du Crétacé, mais qui a brusquement disparu au Paléocène. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir une limite entre, par exemple en géologie, on va avoir une limite entre deux couches géologiques, et cette limite va mettre en évidence le fait qu'il y a eu une crise due à un événement planétaire. Donc, une couche numéro 1, un événement qui va faire que, à partir de, donc dans cette couche numéro 1, il y avait des êtres vivants. Alors, on va parler de foraminifères, en fait. Bon. Donc, ce sont des êtres unicellulaires, planctoniques, ou quelquefois qui peuvent être benthiques. Bon. Donc, on va mettre en évidence le fait que dans une couche au Crétacé, il y avait certains foraminifères. Il y a eu l'événement, et ensuite, on ne trouvait plus ces foraminifères, mais on en trouvait d'autres à la place. Donc ça va montrer globalement sur un exemple que le monde vivant a été affecté par quelque chose qui a été très grave. Donc, vous savez bien, on le sait tous, qu'il s'agit, il y a 65 millions d'années à peu près, de la collision sur la Terre d'un astéroïde, enfin d'une météorite en fait, une grosse roche bon. Et en parallèle à cela, il y avait un volcanisme très important, donc il y a une concordance entre les deux qui ont fait que l'événement a été majeur et a fait que beaucoup d'espèces ont disparu. Alors bien sûr, ça a permis à d'autres espèces de se diversifier, en tout cas. Donc peut-être d'apparaître, mais en tout cas de se diversifier, sachant qu'avant la crise, certains pouvaient vivre dans l'ombre de certains autres qui dominaient déjà la planète. Donc la crise de la fin du Crétacé, un événement planétaire. Des indices montrent que tous les groupes d'êtres vivants, quels que soient les milieux, ont été concernés par cette crise de la fin du Crétacé, que l'on appelle crise Crétacé-Paléocène. Bon, il y a également, on pourrait dire à la place, maastrichtien-danien. Bon, ce sont des périodes que l'on classe en parallèle, en fait, et qui prennent des noms différents selon la façon dont on étudie les problèmes. Alors, les causes globales doivent être envisagées également pour expliquer cette crise. On va se poser la problématique suivante, c'est on va essayer de trouver des indices qui vont montrer que ce caractère global de cette crise a bien existé. Et quelles en ont été les causes, évidemment. Bon. Alors, on va prendre un exemple, on va prendre donc l'exemple de foraminifères, comme je vous ai dit. On va chercher à établir dans un premier temps des causes aux effets perceptibles en milieu océanique. On aurait pu prendre des exemples en milieu continental. Et ensuite, on va voir qu'il y avait deux causes globales qui se sont complétées, qui ont été en concordance et qui ont fait que le phénomène, en fait, l'un des deux phénomènes à lui seul n'aurait peut-être pas amplifié autant les choses qu'elles l'ont été, en sachant que deux événements, la collision, le volcanisme, se sont faits pratiquement en parallèle. Bon, il y a quelques nuances dans l'explication, évidemment. Alors, on va chercher... Alors, il s'agit d'une activité pratique très intéressante. On va chercher à vérifier que la fin de la crise du Crétacé a touché différentes espèces en milieu continental, en milieu marin, et nous allons prendre l'exemple du milieu marin. En effet, les sédiments marins contiennent souvent des microfossiles. Alors, un fossile, c'est la trace ou le reste d'un être vivant qui a vécu. Donc il a vécu, puis il est mort, et il a
il s'est trouvé en fait enseveli, emporté, conservé plus ou moins, eh bien ces foraminifères planctoniques, dans les foraminifères planctoniques, on trouve de tels fossiles. Alors il y a plusieurs espèces. Alors on va donc dans ces sédiments marins, nous allons chercher à mettre en évidence déjà la présence de ces microfossiles et notamment ce que l'on appelle des tests, c'est-à-dire c'est une partie qui a été fabriquée par l'être vivant et que l'on trouve dans ces foraminifères planctoniques. Alors l'observation à la loupe binoculaire va permettre de les identifier et de montrer leur abondance. Alors la petite astuce, c'est de prendre dans un endroit spécial. Alors très souvent, le site de Bidart est pris comme référence. Alors je vous invite à étudier ce que c'est que le site de Bidart, notamment en ce qui concerne la présence de ces foraminifères planctoniques. Alors, je disais, la petite astuce, c'est de prendre des sables qui se situent à la fin du Crétacé, de les étudier, de voir ce qu'il y a comme foraminifères, voir si l'on voit des fossiles de ces foraminifères, je vais vous donner les noms après, et puis prendre un sable juste après la crise, après l'événement ou les événements, et puis de comparer ces sables et de voir si les foraminifères sont identiques ou pas. Donc en effet, certains foraminifères étaient caractéristiques de l'avant-crise et d'autres caractéristiques de l'après-crise. Donc vous comprenez que on a la crise, on a une limite et qu'on voudrait mettre en évidence des foraminifères dans un endroit puis dans un autre endroit, comparer et déduire. Voilà, si on voit bien qu'il y en a un qui a disparu et un autre apparu, on pourra conclure, ou du moins proposer l'hypothèse qu'il y avait bien eu un caractère global, intense, correspondant à ces événements. Bon. Alors, les foraminifères planctoniques. On va prendre 3 espèces, Globotroncana, Globigérine et Hétérohélicidés. Alors, je vous invite à regarder sur Internet ou à chercher sur Internet donc les images de ces foraminifères. Et pour ma part, je vais vous donner une explication complémentaire, c'est que on peut coupler des événements biologiques et géologiques au cours du temps. Coupler, ça veut dire qu'on fait un rapport entre deux choses, la biologie, la géologie. La biologie, c'est la vie, la géologie, c'est la Terre. Donc événements qui ont eu lieu au niveau de la Terre, événements qui ont eu lieu au niveau biologique, eh bien, on peut montrer une modification de la faune des foraminifères de part et d'autre de la limite Crétacé-Paléocène, comme je vous ai dit précédemment. Alors, la crise Crétacé-Paléocène, elle est marquée dans les sédiments océaniques par la disparition d'un groupe de foraminifères que l'on appelle les Globotroncanidés. Ils sont très abondants au Maastrichtien, c'est-à-dire à la fin du Crétacé, et par l'augmentation très importante de l'abondance d'un groupe de foraminifères que l'on appelle les Globigérinidés, Audaniens. Bon, voilà, c'est-à-dire au début du Paléocène, donc après la crise, évidemment. Les Globigérinidés sont rares au Maastrichtien. Un troisième groupe donc de foraminifères que l'on appelle les Hétérohélicidés voit son abondance diminuer au Danien par rapport au Maastrichtien. Donc on voit bien que là il s'agit vraiment de mettre en évidence la présence avant la crise, donc à la fin du Crétacé en fait, au Maastrichtien, de Globotroncanidés que l'on ne doit pas retrouver au Paléocène, au Danien, c'est-à-dire juste après la crise.
On pourra trouver des hétérohélicidés, encore un petit peu, mais leur abondance va diminuer au Danien, donc après la crise, par rapport à leur présence au Maastrichtien, c'est-à-dire à la fin du Crétacé. Donc on peut chercher à dater le dépôt d'une roche sédimentaire, évidemment donc par rapport à ces sédiments, à la limite Crétacé-Paléocène, en se basant simplement sur l'abondance de ces trois espèces de microfossiles. Bon, voilà, hein, c'est une explication. Alors maintenant, essayons de comprendre un petit peu à quoi ressemblent ces globogérinidés, globotroncanidés et hétérohélicidés. Alors pour ça, vous avez sur Internet, vous pouvez avoir différentes planches, il suffit de rechercher. Donc au niveau d'une marne, alors la marne c'est quoi? C'est une roche qui peut avoir une couleur grisâtre. Alors les deux extrémités de cette roche sont un petit peu calcaire et argile. En fait une marne c'est un mélange entre de l'argile et du calcaire. Donc ça donne une roche grisâtre qu'on appelle la marne. Ah bon, peu importe, on en reparlera dans un autre cours. Là, c'est pas l'objet de l'étude, mais ce que je veux dire, c'est que à la fin du Crétacé, au Maastrichtien, on peut trouver des marnes. Allez voir dans le site de Bidart, par exemple, vous allez trouver, vous verrez au niveau d'un certain affleurement, en fait, qu'il y a une limite entre deux couches, voilà, et prenez un petit peu de marne, alors il faut y aller évidemment, hein, c'est très loin, ça dépend où vous habitez, mais bon, si vous, faut aller, il faut trouver ce site, ça peut être intéressant, si le site de Bidart, y aller, excursion géologique pendant les vacances, etc., très intéressant. Donc vous trouvez une marne, bon, vous pouvez en commander aussi dans les laboratoires, hein, bon. Vous trouvez une marne, et puis une marne du Maastrichtien. Il y a ces foraminifères à l'intérieur. Il faudra prendre une loupe binoculaire et puis les trouver, les compter. Donc voir s'il y en a déjà, les trouver, les compter. Bon, il faut chercher un petit peu. Et puis prendre une marne également de l'après-crise, donc au niveau du Danien, donc Paléocène. Et puis pareil, faire le même principe, donc rechercher, compter, etc. Donc ce nombre de foraminifères, donc ils sont en 3 exemplaires, hein, globigérine, globotroncana et hétérohélicidés. Alors, on va commencer par les globotroncanidés. Il faut regarder, il faut en trouver, regarder, voir les deux faces et comparer, observer à la loupe binoculaire. Ils font 0,5 mm à peu près, bon, voilà. Les globotroncanidés ont une taille comprise entre 1 mm et 0,25 mm. Donc vous voyez qu'il faut une loupe binoculaire, hein, il faut bien observer au microscope, prendre son temps. Et vous allez apercevoir une face conique que l'on appelle la face apicale, qui aura un sommet aplati que l'on appelle l'apex, qui forme un angle en général supérieur à 90 degrés. Et on verra une face en creux que l'on appelle la face ombilicale qui cerne un orifice que l'on appelle le foramen. Alors, on verra des loges anguleuses bordées par un bourrelet épais, la carène s'enroulant en spirale autour d'un axe. Alors, quelques formes globuleuses sans carène existent, mais leur grande taille, donc supérieure à 0,25 mm, les distingue des globigérines. Parce qu'évidemment, on va pouvoir comparer par rapport à la présence de globigérines. Alors, est-ce que vous allez trouver des globigérines avec les globotroncana? En théorie, non. Maintenant, si vous en voyez, il faudra conclure quand même, hein. Comme on a dit précédemment, que normalement, il n'y a pas ou très peu de globigérines dans le Maastrichtien. Donc, à la fin donc dans les marnes de fin de Crétacé. Mais on peut en trouver. C'est pas impossible. Parce que ces foraminifères ont pu commencer à évoluer, à être présents avant la crise. Bon, mais ils se sont surtout diversifiés après. Donc, il y a peu de chances que vous en trouviez en parallèle
à la présence des globotruncanidés. Bon, donc voilà. Maintenant, si vous en voyez, tant mieux, ou pas tant mieux, ça vous permettra d'affiner votre raisonnement. Maintenant, regardons ce que l'on est censé ne pas trouver dans le maastrichtien fin du Crétacé, ce sont les globigérines. Donc qui se sont plutôt diversifiés après la crise. Alors, pourquoi? Il y a des raisons, hein, mais là, le but, c'est pas de trouver la raison. Alors, pareil, vous avez un sable, enfin, une marne sableuse du Danien, Paléocène, et vous observez à la loupe binoculaire. Alors, vous allez voir que il y a des individus que vous observez au microscope électronique à balayage également, si vous avez une photo en parallèle, et vous allez voir que vous avez 0,2 mm à peu près. Bon, vous observez, vous, bien sûr, au microscope optique, hein. Mais en parallèle, vous pouvez trouver des photos au microscope électronique à balayage, par exemple, et vous pouvez comparer et puis essayer de trouver des points communs avec ce que vous voyez au microscope optique. Alors, les globigérinidés sont caractérisés par une très petite taille, inférieure à 25 mm. Donc là, vous comprenez bien que loupe binoculaire, bon, vous allez voir petit. Hein. Il y a des loges petites également, rondes et perforées, qui s'enroulent en spirale autour d'un axe central. D'un côté, vous allez avoir la face ombilicale, un petit peu comme ce que l'on retrouvait dans les globotruncanidés. Oui, donc je disais, donc d'un côté vous allez trouver une face ombilicale, l'axe central est occupé par un orifice que l'on appelle le foramen, comme précédemment dans les globotruncanidés, et de l'autre côté vous allez avoir la face apicale avec des loges centrales de petite taille, alors que celles de plus gros diamètre sont situées en périphérie. Bon, voilà. Donc vous pouvez bien caractériser les deux, globotruncanidés, globogérinidés. Vous avez deux sables, donc deux marnes différentes. Vous avez trouvé très certainement dans la marne du maastrichtien des globotruncanidés. Vous n'avez pas trouvé sans doute de globigérines. Dans les marnes sableuses du Danien Paléocène, vous avez trouvé très certainement des globigérines en quantité relative, plus ou moins importante, mais très certainement vous n'avez pas trouvé de globotruncanidés. Parce que comme vous pouvez éventuellement trouver des globigérines avant la crise, éventuellement, vous pouvez en trouver un petit peu, mais les globotruncanidés, eux, vous ne les trouvez pas, en théorie, après la crise. Ils ont disparu. Voilà. Alors, on avait vu le troisième groupe qui était les hétérohélicidés. Alors, vous pouvez en trouver dans les deux, maastrichtien, danien, mais vous en trouvez moins après. Alors, après la crise. Alors, les hétérohélicidés sont caractérisés par des tailles variées. Vous pouvez en trouver des gros, des petits, plus gros que Globotruncana, plus petits, ou que Globigérine. Alors, vous avez une forme plus ou moins conique, avec un sommet que l'on appelle apex, qui fait un angle inférieur à 90 degrés. Donc là, on ne peut pratiquement pas se tromper, hein, sauf si le fossile a été cassé, évidemment. Mais, en général, on ne se trompe pas. Il y a des loges qui sont de plus en plus grosses, du sommet à la base du cône. Il peut y avoir une, deux ou plusieurs rangées de loges qui se répartissent le long, de part et d'autre, ou autour de l'axe. Bon, voilà hein, ce que l'on pouvait dire. Alors, évidemment, donc au niveau... Donc si on situe en fait l'événement, il y a 65 millions d'années, on trouve, si on résume un petit peu les choses, mais bon, j'en ai parlé, hein, donc si on regarde le résultat d'une étude quantitative
proportion des différents foraminifères dans les roches, donc dans les roches marneuses, sableuses, avant la crise et après la crise. Hein. Alors, on peut voir que pendant le Crétacé, il y a des globotruncanidés. Il y en a. Voilà. Après, donc 65 millions d'années, il y a eu quelque chose, un événement, une crise biologique, géologique et biologique, en fait, et plus de globotruncanidés au Paléocène, au Danien. Il n'y en a plus. Globogérines, il n'y en a pas ou très peu au Crétacé, fin du Crétacé, maastrichtien, et il y en a en quantité relativement abondante au Paléocène. Mais on s'aperçoit que ces quantités vont pratiquement disparaître à la fin du Paléocène. Bon. Mais ça, c'est une autre raison, une autre explication. Peut-être qu'ils ne se sont pas bien adaptés au nouveau milieu qui s'est mis en place. Et ce qui est étrange, c'est qu'on observe en parallèle au Paléocène, en fait, une augmentation des organismes benthiques, c'est-à-dire qui vivent au fond des océans, alors que les organismes benthiques étaient moins importants au Crétacé. Alors, et organismes benthiques, c'est-à-dire qui vivent au fond de l'eau, hein, et planctoniques, c'est-à-dire qui vivent plutôt en surface. Plancton, planctoniques, bon, qui ne sont pas très loin de la surface des océans. Donc, Crétacé, on a prédominance très large d'organismes planctoniques de type hétérohélicidés et globotruncanidés, alors que les organismes benthiques au Crétacé sont en quantité peu importante. Et les choses se sont inversées après la crise Crétacé-Paléocène, après l'événement qui a fait que des espèces ont disparu. Bon, voilà. Donc là, je pense qu'on a bien mis en évidence le fait qu'il y a une relation entre la présence des globotruncanidés, leur absence après la crise, l'absence de globigérines au maastrichtien, donc Crétacé, donc leur absence avant la crise, et leur présence après la crise. Voilà. Disparition d'un groupe, apparition d'un autre groupe, et entre les deux, une crise biologique. Donc on a bien mis en évidence des indices qui témoignaient d'un caractère global de cette crise, et ceci, on le retrouve au niveau de la Terre entière. Donc on peut avoir, on aurait même, mais là on ne l'a pas étudié, dans cette limite entre deux couches qui caractérise, alors évidemment là on parle, attention, hein, là on parle d'un endroit où il y avait ces organismes planctoniques. Mais si on regarde ailleurs, il n'y aurait pas forcément ces organismes, mais il y aurait d'autres organismes dont le principe serait le même. Présence d'organismes avant la crise, absence après la crise. Attention, pensez bien que là, on a pris l'exemple des foraminifères planctoniques. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que il y a tout autour de la Terre, puisque l'événement a été mondial, il a été majeur, amplifié en plus, on va le voir après, par une crise volcanique, par une ampleur de volcanique très importante, où beaucoup de magma a été émis, et donc de gaz carboniques, des gaz soufrés autour de la Terre, etc. Donc qui a fait que la Terre a été vraiment enveloppée dans quelque chose de très très sombre, et qui a fait que les êtres vivants, certains n'ont pas pu s'adapter et ont disparu. D'autres ont réussi, je ne dis pas en se cachant, mais en se mettant ou en étant à des endroits propices à leur survie, ont réussi à survivre, entre guillemets, puis à se développer éventuellement après. Ce sera le cas des mammifères, par exemple. Bon, bref. Et donc, ce que je voulais vous dire, je reviens encore à cette limite entre les deux, on peut avoir une couche d'iridium. Voilà, bon. Mais ça, c'est un autre problème. Maintenant, nous allons essayer de comprendre. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a deux causes globales essentielles qui ont fait qu'il y a eu vraiment une crise. Bon. Eh bien, c'est d'abord le volcanisme
un volcanisme qui a eu lieu, donc un volume très important de magma a été émis, on parle de millions de kilomètres cubes, donc c'est une activité volcanique d'une intensité exceptionnelle qui s'est produite entre, on va dire, moins 70, 68 à moins 64 millions d'années. Un petit peu moins, moins 62, bon, pas 62, oui, 62 peut-être pas, mais plutôt 65, 63, 64, bon, entre ces zones-là, hein, on va dire. Donc, ce qui en témoigne, eh bien, c'était de très vastes plateaux basaltiques, basalte, hein, donc là, on n'est pas dans le volcanisme explosif, on est bien dans le volcanisme effusif. Donc, on a de vastes plateaux basaltiques qui se sont mis en place, qui étaient dus aux écoulements d'une quantité phénoménale de magma au niveau des trappes du Décan en Inde. Donc, on avait un volume supérieur à 2 millions de kilomètres cubes, et cette activité a libéré énormément de gaz, CO2, H2S, SO2. Et donc, si on regarde le volume de magma émis en millions de kilomètres cubes en fonction des années, enfin des millions d'années, 68, il ne se passe rien. Entre 67 et 68 millions d'années, une première phase d'émission très importante de magma s'est faite. Bon. Donc les trappes du Décan ont commencé à se remplir, à s'étaler, le magma le basaltique a commencé à s'étaler. Donc c'est un volcanisme effusif, ça veut dire que la lave va sortir et s'écouler le long d'une pente de part et d'autre de l'endroit d'où sort ce magma. 66 millions d'années, il ne se passe rien. 65 millions d'années, phase numéro 2 du volcanisme, incroyablement important, où un très très grand nombre de millions de kilomètres cubes, jusqu'à 2 millions de kilomètres cubes, s'est écoulé au niveau de ces trappes du Décan. Alors que pour la phase numéro 1, c'était 0,2, 0,3 millions de kilomètres cubes. C'était quand même très important, mais beaucoup moins que les 2 millions de kilomètres cubes à 65 millions d'années. Puis entre 65 et 64, troisième phase, où là à peu près 0,25 kilomètres cubes de magma se sont étalés. Mais vous avez remarqué qu'à ces 65 millions d'années va correspondre en parallèle une collision entre la Terre et une météorite qui faisait à peu près 10 km de diamètre. Il a percuté la Terre au Mexique, au niveau d'un site que l'on appelle Chicxulub. Donc cette collision a fait un cratère de 250 km. Et cela s'est passé il y a 65 millions d'années. Donc 65 millions d'années, émission de 2 km3 de magma, avec émission dans l'atmosphère de CO2, H2S et SO2, donc gaz à effet de serre, le CO2 notamment. Donc ça veut dire qu'il y a eu très certainement un réchauffement de la planète, mais à une échelle à une très petite échelle au niveau des temps géologiques. Bon, donc collision de la météorite. En parallèle, un volcanisme explosif très important. Donc il y a une combinaison de deux causes globales qui ont fait que l'événement était vraiment un événement majeur qui s'est produit sur la Terre entière. Alors, donc là, il s'agit d'une vision synthétique qui permet de comprendre que météorites, volcanisme ont fait que le climat a changé. La Terre a dû se recouvrir d'un gros nuage de poussière, de gaz qui a obscurci l'intérieur de la Terre. Entre ce gaz et la surface de la Terre, bien au niveau de la surface de la Terre, très certainement c'était la nuit, c'était sombre. Donc tout ce qui est planctonique, végétaux, n'a pas pu assurer la photosynthèse. Tous les animaux qui se trouvaient là, qui étaient dépendants par exemple de tout ce qui était les végétaux, tous ces animaux ont disparu. Bon, certains ont survécu.
Hein. La preuve, c'est que nous, on est là, 65 millions d'années après. Donc ça veut dire qu'il y a eu une diversification très importante, entre autres des mammifères. Maintenant, je voudrais vous lire un entretien d'un géologue, Haddad à la revue La Recherche en 2010, en fait. Il a dit les choses suivantes. Voilà, je cite. Environ 500 000 ans avant la fin du Crétacé, un réchauffement de la surface des océans de l'ordre de 3 à 4 degrés Celsius se produit très rapidement. Ce réchauffement a duré 330 à 400 000 ans. Il est dû au volcanisme intense qui a libéré dans l'atmosphère de grandes quantités de dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre, de même des gaz soufrés qui ont une acidité et donc qui ont acidifié les eaux océaniques. Puis, un refroidissement a débuté 100 000 ans avant la fin du Crétacé. Cette baisse des températures s'expliquerait par l'altération intense des roches granitiques, altération consommatrice de dioxyde de carbone atmosphérique. Par ailleurs, donc moins de CO2 dans l'atmosphère, automatiquement il y a un refroidissement. Par ailleurs, une énorme météorite a percuté la Terre, donc 65 millions d'années. Suite à son impact, de colossales quantités de poussière ont été libérées durablement dans l'atmosphère, déclenchant une situation souvent qualifiée d'hiver nucléaire. Une des principales causes en a été une chute brutale de la photosynthèse. Alors, voilà ce que Haddad a dit. Donc là, on peut rajouter que, évidemment, cette cause majeure a fait que faune, flore ont été largement impactées, modifiées, de manière catastrophique pour les uns et de manière bénéfique pour les autres qui vivaient dans l'ombre de ceux qui étaient déjà en place et qui a fait que, eh bien, je prends l'exemple des mammifères, les mammifères se sont largement développés et donc heureusement que tout cela est arrivé, sinon nous ne serions pas là aujourd'hui. Donc crise de la fin du Crétacé, on a vu que c'était un événement planétaire, on a mis en évidence des indices qui témoignaient du caractère global de cette crise, on a vu qu'il y avait les causes possibles mais qui sont pratiquement certaines hein, si on connaît l'histoire de la Terre. Voilà, nous avons compris comment des événements planétaires de la fin du Crétacé ont pu modifier profondément la biosphère, donc la biodiversité. Le cours est terminé. Merci.